Bonjour à tous, cette vidéo est destinée notamment aux apprenants de la première année de bac qui sont suivis d'un examen régional, surtout en matière de français. Donc, comme vous savez, le programme est toujours le même pour toutes les sections. Donc, le contenu de cette vidéo peut concerner tout le monde sans exception. Donc, bon courage. Le programme de français première année de bac est basé sur les œuvres intégrales. Donc, on a, pendant toute l'année, on a 3 œuvres, à savoir La boîte à merveilles de Ahmed Sfrioui, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo et Antigone de Jean Anouilh. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre ensemble à un exemple d'un examen régional qui porte sur un extrait de la boîte à merveilles. L'essentiel étant pour nous d'acquérir quelques techniques de base permettant de faire face à un examen en matière de français. Commençons d'abord par la forme de l'examen. Alors, généralement, l'examen en première année de bac, en français bien sûr, est réparti en 2 phases. On a la première partie qui concerne l'étude du texte. Donc, on lui attribue déjà toujours 10 points. Et la deuxième partie concerne la production de l'écrit ou bien la production écrite. On lui réserve aussi 10 points. Pour ce qui est de la première partie qui est l'étude du texte, on a toujours un support, un extrait d'une œuvre littéraire dont on vient de parler, un extrait avec des questions de compréhension et des questions de langue. La première question est souvent conçue sous forme d'un tableau à remplir. L'objectif, c'est de reconnaître et écrire le nom de l'auteur du texte qui est donné, le titre de l'œuvre, La boîte à merveilles, le dernier jour d'un condamné, Antigone, ça dépend de l'extrait en question. Le genre littéraire, la date de publication. Parfois, on nous demande de donner 2 œuvres de même auteur, le siècle. Donc, forcément, on trouve 4 éléments qui ne sortent pas d'ordinaire de ces éléments que vous voyez. Mais attention, la première question peut être sous forme d'un texte ou bien d'un paragraphe à trous à remplir. Par exemple, d'après votre étude de l'œuvre, complétez par ce qui convient. Par exemple, le texte est extrait de La boîte à merveilles, par exemple, écrit par Ahmed Sfrioui en 1954. Son genre littéraire est un roman autobiographique. Bref, dans la première question, on cherche à préciser le contexte littéraire de l'œuvre ou la bibliographie de l'auteur. Dans la deuxième question, l'apprenant est appelé à faire appel et à mobiliser ses connaissances antérieures et tout ce qu'il a et exploiter tout ce qu'il a étudié, compris pendant l'étude de l'œuvre. On peut alors lui demander de situer le passage, texte bien sûr, par rapport à l'intégralité de l'œuvre dont il est extrait. Pour situer le passage, ne vous inquiétez pas, on va parler un peu de ça pour savoir comment faire une bonne situation de passage. La question peut être aussi sous forme d'une consigne. Par exemple, dites si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Alors là, on nous donne des propositions qui portent sur les événements, les personnages et les lieux aussi de l'histoire ou bien du roman. Et on nous demande de dire si une telle ou une telle proposition est vraie ou fausse. Par exemple, Ma'alem Tlam est le frère de Moulay Larbi, Lalla Zoubida est la mère de Rahma. C'est juste un exemple des questions qu'on peut poser lors de cette question. Ou on peut demander de compléter la biographie de l'auteur par les mots ou bien les informations qui sont correctes. Alors là, on nous donne 2 ou 3 phrases qui concernent la biographie de l'auteur. Ça veut dire on nous donne un texte à trous et on nous demande de remplir et de compléter les trous par ce qui convient. Par exemple, Ahmed Sfrioui est un écrivain marocain né à Fès. Il a publié plusieurs œuvres parmi lesquelles on cite la première et la deuxième. Il est décédé à l'année en le lieu. Cette question peut porter sur le côté relationnel, surtout des personnages de l'œuvre, ou les liens de parenté qui unissent les différents personnages du roman. Par exemple, Sidi Mohamed est le fils de et de. Ça veut dire alors là, ce qui est demandé, c'est de dire Sidi Mohamed est le fils de Ma'alem Abdeslam et de Lalla Zoubida.
Rahma est la mère de Zineb, par exemple. Pour les questions de 3 à 6, là, ça veut dire la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième question, elles sont toutes des questions de compréhension qui se basent sur le texte dans le livre. La plupart du temps, les réponses sont à repérer et à identifier à partir du texte ou à partir de ce qui a été compris du texte. Concernant les questions 7 et 8, ils sont axés sur la langue, comme les figures de style, les tonalités, le champ lexical, le discours direct, indirect, libre, peut-être, etc. Les deux dernières questions, ça veut dire la question 9 et 10, sont des questions de réaction, ça veut dire réaction au texte. Alors là, dans ces questions, chacun doit exposer son point de vue par rapport à un phénomène qui a été donné peut-être, et le justifier et le défendre via des arguments. Et pour les 10 questions qui constituent l'étude du texte, chacune est notée par un point. La deuxième partie, c'est la production écrite. Aujourd'hui, nous allons nous suffire de l'étude du texte pour ne pas faire long dans cette vidéo, pour réserver la prochaine vidéo à la méthodologie ou bien la technique de la production écrite dans l'original. Avant de commencer à répondre aux différentes questions de notre étude du texte, de l'examen bien sûr, je vais essayer de lire le texte support et je vous invite à écouter, à faire attention. Et pour le texte, vous le trouverez en bas de la vidéo bien sûr, dans la boîte de description. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous conduira tout de suite vers la page de téléchargement pour le lire ultérieurement à votre aise. Donc, je commence. Il s'adressa à Sidi Ahmed. Que deviennent tes études? Je t'ai connu bébé, te voilà maintenant un savant. Je ne suis qu'un mendiant de la science, dit Sidi Ahmed. Il plaça cette phrase par surprise. Si Abdrahman suçait l'embouchure d'une de ses ventouses, il ajouta, profitant toujours du silence forcé du barbier. Si Abdrahman, tu en sais certainement plus long que moi sur mon mariage. Mes parents s'occupent de cette affaire, je n'ai pas mon mot à dire. Depuis quand, répartit le coiffeur, les jeunes gens ont-ils leur mot à dire quand il s'agit de si graves problèmes? Ils ont parfois de l'instruction, mais une instruction glanée dans les livres et sur les lèvres de leurs maîtres. Il leur manque l'expérience des gens mûrs, des points de comparaison, la connaissance des hommes. Se marier ne consiste pas à passer de charmantes soirées avec une jeune et jolie femme. Se marier veut dire créer de nouveaux liens de parenté avec une autre famille, avoir de beaux enfants capables de venir en aide dans notre vieillesse. J'ai une fille en âge d'être mariée. Mon futur genre sera un peu mon fils, moi qui ai toujours désiré un fils. Si Abdrahman retira les ventouses, alla les vider derrière un rideau, sur la nuque du client paraissaient 2 boursouflures sanguinolentes. Le barbier s'empressa de les garnir de coton et vint vers moi. Je vais commencer par cet enfant qui doit s'ennuyer. Il préférerait sans doute être dans la rue. Tout en m'enveloppant dans une large serviette rayée rouge et jaune, il continue en ces termes. Je le comprends. La rue avec la foule et ses odeurs, la foule et ses appels, la foule et ses murmures, ses chants, ses lamentations, ses disputes et ses cris d'enfants, la rue avec ses places qu'ombrage la vigne et le platane, la rue qui rêve, qui chante et qui boude. Voilà, maintenant qu'on a terminé notre première lecture du texte, vous pouvez faire la deuxième et la troisième lecture et vous pouvez faire un petit essai pour répondre à l'examen avant d'écouter et de voir cette vidéo si vous voulez. Alors, pour la première question dans notre exemple que nous avons choisi aujourd'hui, c'est un texte qui est extrait de La boîte à merveilles de Ahmed Sfadoui. Alors pour la première question, il s'agit de compléter le tableau par ce qui convient. Par exemple, le titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles. Attention, la boîte, on commence par la majuscule, B majuscule, M majuscule. Et n'oubliez pas l'accent circonflexe sur le I de la boîte. Mais aussi, n'oubliez pas que merveille, ça s'écrit avec S à la fin. Ça veut dire qu'il faut ajouter un S de pluriel. Pour l'auteur, c'est Ahmed Sfadoui. Donc, il faut faire attention à l'orthographe du nom et du prénom. Le genre littéraire, c'est un roman autobiographique.
c'est mieux de dire roman autobiographique que autobiographique. La date de publication, bien entendu, c'est 1954. Si on nous demande par exemple de citer une ou trois œuvres du même auteur, on peut dire par exemple La maison de servitude, Le chapelet d'ombre, Le jardin de sortilège. Donc c'est mieux d'apprendre par cœur une, deux ou trois œuvres de même auteur pour les trois auteurs des trois œuvres au programme. Alors, si on nous demande par exemple de la deuxième question de situer le passage, comment donc le situer? C'est le cas de ce texte par exemple. Situez le passage et dites si c'est avant ou après la Ashura. Donc pour situer le passage, il faut d'abord évoquer l'événement qui précède l'événement en question dans le texte que nous a donné à l'examen, et le relier avec l'événement de ce texte dont on vient de parler. Alors, la technique, c'est de évoquer l'événement essentiel et principal qui précède l'événement présent dans le texte. Commençons par notre texte, par exemple. Alors, dans ce texte, la scène se passe dans le salon de coiffure. Il s'agit d'une conversation entre Si Ahmed et Sidi Abdrahman. Sidi Abdrahman, c'est un coiffeur, ou plutôt, on peut dire que c'est le père de la deuxième épouse de Moulay Larbi. Comme vous savez, Moulay Larbi, c'est le mari de Lella Aïcha, mais il va se remarier avec la fille du coiffeur, et c'est Sidi Abdrahman qui est son père. Donc c'est une conversation entre les deux personnages, mais c'est une conversation à laquelle Sidi Mohammed, c'est-à-dire le narrateur, a assisté, parce que son père l'a accompagné pour coiffer ses cheveux. Pourquoi faire? Parce que ça rentre dans les préparatifs pour la Ashura. Donc, on est toujours dans les préparatifs. Et avant même ce texte, l'événement principal, c'est toujours les préparatifs à la fête de Ashura. C'est-à-dire, il y a des femmes qui s'achètent des tambourins, de nouveaux vêtements, Sidi Mohammed qui a acheté des jouets, et les autres enfants aussi du quartier. Donc voilà, on a un événement actuel, c'est-à-dire la conversation, mais on le relie avec l'événement qui précède, c'est toujours les préparatifs à la Ashura. Pour reformuler une situation de passage à partir de ces deux données, on peut dire, par exemple, à titre d'exemple, mais pour toute situation du passage, on peut commencer par exemple, le texte est un extrait de La boîte à merveilles, ou bien le texte est un extrait de Antigone, de son auteur, Jean Anouilh, par exemple. Alors pour notre texte, on peut dire, le texte est un extrait de La boîte à merveilles, de son auteur, Ahmad Sfraoui. Point. Après, je vais évoquer l'événement qui précède. On a dit les préparatifs de la Ashura. Alors je peux dire par exemple, les préparatifs de la Ashura commencent, le père, ça veut dire Ma'alim Abdeslam, emmène Sidi Mohammed au souk pour lui acheter quelques jouets. Par exemple, une trompette, un cierge, etc. Alors jusqu'au là, on a parlé de l'événement qui précède. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi parler de l'événement de texte que nous avons devant nous. Par exemple, ils se rendent, ça veut dire Sidi Mohammed et son père, chez le coiffeur, Sidi Abdrahman, et assistent à la discussion de celui-ci et Si Ahmed. Donc vous voyez, c'est facile. On n'a qu'à parler de l'événement qui précède et le faire suivre de l'événement actuel. Comme je viens de vous expliquer, la troisième question, la quatrième et la cinquième et la sixième, et peut-être même la septième, portent sur la compréhension du texte. Ça veut dire la réponse est souvent à repérer, à identifier dans le texte. Par exemple, quel métier exerce Si Abdrahman? Si vous piochez dans le texte, vous allez forcément trouver un indice qui vous permettra de reconnaître le métier de Sidi Abdrahman. Alors, dans le texte, toutes les actions faites par Sidi Abdrahman font allusion au métier du coiffeur. Mais c'est déjà dit d'une manière franche et nette, qu'on voyait dans cette ligne, barbier. Alors, barbier, c'est celui qui rase la barbe, ça veut dire c'est un coiffeur. Vous voyez, vous n'avez qu'à chercher dans le texte et la réponse est trouvée. La quatrième question. Il ajouta, profitant du silence forcé du barbier, c'est une phrase qui est citée du texte,
Donc la consigne est la suivante. À travers cette phrase, le narrateur voulait-il dire que Sidi Abdrahman aime le silence ou bien aime bavarder? Justifiez votre réponse. Ça veut dire, est-ce que Sidi Abdrahman est un type silencieux ou quelqu'un qui est bavard? Bavard, ça veut dire quelqu'un qui parle trop. C'est le contraire de silencieux. Mais on va répondre par l'une ou l'autre, mais il faut justifier. La quatrième question est basée aussi sur la compréhension du texte. Si vous avez bien saisi le sens du texte, le sens général du texte, vous allez directement et facilement répondre à la question de manière correcte. Sidi Abdrahman aime bavarder. Voilà, c'est la réponse. On va justifier à partir du texte. Prenons cette phrase ou bien cette expression. Dit enfin Sidi Ahmed. Alors le mot enfin que Sidi Abdrahman attend d'une manière impatiente que Sidi Ahmed dise un mot ou bien parle. C'est comme si Sidi Abdrahman dit en d'autres termes, enfin il a dit quelque chose. Ça veut dire qu'il attend patiemment qu'il ouvre sa bouche. Le deuxième indice qui justifie notre réponse, c'est l'expression suivante qui est toujours citée du texte. Il plaça cette phrase par surprise, soulignant par surprise. Cela veut dire que Sidi Abdrahman est quelqu'un qui parle juste pour parler. Ça veut dire qu'il n'a pas pensé, il n'a pas programmé ce qu'il dit ou ce qu'il va dire, mais il ne fait que parler à tort et à travers. C'est juste pour rompre le silence qui règne et entretenir une conversation. Ça veut dire il ne veut que parler. Le troisième indice qui justifie que Sidi Abdrahman est quelqu'un qui bavard, c'est déjà contenu dans la phrase qui nous a été donné. Le silence forcé. Il y a le mot forcé. Il y avait un silence, oui, mais c'est un silence qui n'est pas volontiers ou qui n'est pas librement choisi, mais il a été forcé, il a été obligé de garder le silence. À travers toutes ces phrases, bien tous ces exemples que nous avons cités du texte, il s'avère que Sidi Abdrahman est quelqu'un qui aime trop parler. Donc, il est bavard. La cinquième question, d'après le texte, Sidi Ahmed n'est pas bien renseigné sur son propre mariage. Dites pourquoi en se basant sur des exceptions du texte. Ça veut dire les réponses sont toujours contenues dans le texte. Alors, la réponse est la suivante. D'après le texte, Sidi Ahmed n'est pas bien renseigné sur son mariage, car le barbier, c'est-à-dire le coiffeur, en sait plus que lui sur cette affaire-là, et il n'a pas son mot à dire. Voilà, c'est une phrase qui justifie notre réponse. La sixième question, pourquoi les jeunes gens ne doivent pas avoir leur mot à dire à propos du mariage selon l'un des personnages du texte? Alors ici, on a un point de vue qui a été adopté par le coiffeur qui dit que les jeunes ne doivent pas avoir leur mot à dire. Pourquoi il a dit ça? Il l'a dit, et il l'a justifié toujours dans le texte. On va voir pourquoi, comment il a justifié sa position. Tout simplement, d'après ce qu'il a dit, parce que les jeunes n'ont qu'une instruction livresque. Livresque, ça veut dire leur éducation et leur culture, leur instruction se base sur les livres. Ça veut dire tout ce qui est théorique. Ils n'ont pas de l'expérience. C'est ce qu'il a dit. Et il leur manque l'expérience des gens mûrs. Voilà, c'est toujours dans le texte. Pour la septième question, c'est une question qui s'intéresse à la langue. Prenons cet exemple, c'est une phrase du texte toujours. La rue qui rêve, qui chante et qui boude. Alors là, la consigne ou bien la question, c'est de repérer, d'identifier la figure de style contenue dans cette phrase. Mais il n'y a pas que ça qui est demandé, il y a aussi dire l'effet de cette figure. Ça veut dire qu'il est l'effet recherché par l'emploi de cette phrase ou bien de cette figure de style. Prenons la figure de style d'abord. La rue qui rêve. Regardez bien les actions qui sont faites par la rue. Rêve, chante, boude. Est-ce que la rue peut
rêver? Est-ce qu'il peut chanter? Est-ce qu'il peut bouder? Bouder, ça veut dire, c'est manifester sa mauvaise humeur par le silence. Ça veut dire être fâché, par exemple. Qu'est-ce qui rêve? Qu'est-ce qui chante? Qu'est-ce qui boude? Ce sont les êtres humains. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a fait ici? On a attribué des caractéristiques humaines à la rue. La rue qui n'est pas un être animé, qui n'est pas un être vivant. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'on a fait? On a personnifié la rue. D'où la figure de style personnification. Donc c'est la personnification. Donc quel est l'effet recherché par l'emploi de cette figure? Mais attention, il n'y a pas que la personnification, parce que ici, la rue, il fait plusieurs actions. Il chante, elle rêve, il boude. Ça veut dire qu'il y a une série d'actions qui sont faites l'une après l'autre par un sujet. Alors là, c'est une énumération. C'est comme si j'énumère les actions faites par la rue. 1. Il boude. 2. Il chante. 3. Elle rêve. Donc on a deux figures de style, à savoir personnification, énumération. L'effet recherché, c'est insister sur le caractère vivant. Ça veut dire la rue est vivante et agitée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mouvements. Il y a des gens qui marchent, qui vont, qui viennent. Et il y a des gens qui sont heureux, qui sont contents. Mais il y a aussi ceux qui sont malheureux, qui sont fâchés. Bref, la rue englobe toutes sortes de gens. Ça veut dire qu'il y a une sorte de mouvement. Il est animé par la foule. Ça veut dire les gens qui l'habitent. La 8e question, quelle est la tonalité dominante dans le dernier paragraphe du texte? Et justifiez votre réponse. N'oubliez pas, attention, si une question contient une justification, ça veut dire qu'il faut répondre et justifier. Sinon, la note ne sera pas complète. Mais attention, il faut faire attention à ça. Alors là, ce qui est demandé, c'est la tonalité ou bien le registre de langue. On dit la tonalité de texte ou bien le registre de langue. C'est la même chose. C'est pareil. Pour la tonalité, ça veut dire, est-ce que le texte a une visée, par exemple, tragique? Ça veut dire il y a un événement, ici que dans le texte, on a un événement tragique qui fait peur, il y a la mort, etc. Tout ce qui est triste et malheureux. Alors là, on parle de la tonalité tragique. Pathétique, ça veut dire il y a des événements, des personnages qui suscitent la pitié de lecteur, etc. Comique, ça veut dire il y a le rire, ça veut dire il suscite les événements ou bien les situations qui sont évoquées dans le texte, suscitent le rire. Donc il y a polémique, ça veut dire il y a plusieurs points de vue, bien positions qui sont opposés. Donc c'est polémique. Alors on va lire le texte et on va voir de quoi s'agit-il. Je le comprends, la rue. La rue avec la foule et ses odeurs. La foule et ses appels. La foule et ses murmures. Ses chants, ses lamentations, ses disputes et ses cris d'enfants. La rue avec ses places, qu'ombrage la vigne et le platane. La rue qui rêve, qui chante et qui boude. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la tonalité lyrique. Pour vous donner une petite définition, on peut dire que la tonalité lyrique est l'expression poétique des sentiments personnels. Alors dans la tonalité lyrique, on a des sentiments, l'expression de sentiments personnels. Par exemple, c'est ce qu'on trouve dans les poèmes de l'amour, de la nostalgie, etc. Alors le coiffeur parle de la rue comme s'il récite ou bien s'il dit un poème sur la rue. Alors il exprime, il y a un tas de sentiments qui sont exprimés. La justification, on a employé par exemple les exclamations. Je le comprends, ou bien je la comprends, la rue, la rue. Il y a la répétition, rue, foule, à plusieurs reprises. Il y a la musicalité, si vous voulez. Il y a un parallélisme. La musicalité, ça peut être la rue avec la foule et ses odeurs, la foule et ses appels, la foule et ses murmures. C'est-à-dire il y a une sorte de musicalité. On a des figures de style comme la personnification, la rue qui rêve, qui chante et qui boude. L'énumération, comme on vient de le dire, ses murmures, ses chants, ses lamentations, ses disputes, ou bien qui rêve, qui chante et qui boude. La 9e question, je l'ai expliqué au début de cet exposé, concerne le point de vue ou bien l'exposition d'une position
et la défendre avec des arguments qui sont pertinents. Donc j'avance, ou bien j'explicite mon point de vue, après j'avance des arguments pour le défendre, et si j'ai des exemples, je les donne aussi pour bien l'illustrer. Alors la question est la suivante: pensez-vous, comme le personnage du texte, ça veut dire comme le coiffeur, que l'instruction n'est pas suffisante pour prendre des décisions importantes dans la vie? Donc le point de vue, c'est être d'accord avec le personnage ou être en désaccord avec le personnage. Après, on va justifier notre réponse par 2 ou 3 arguments, mais ils doivent être pertinents. Par exemple, pour introduire un point de vue, je peux commencer par des expressions comme personnellement, je suis d'accord avec, par exemple, ou bien en ce qui me concerne, pour ma part, pour moi, selon moi, quant à moi. Il y a plein d'expressions que nous pouvons utiliser dans ce sens. Par exemple, si je choisis mon point de vue, qui est l'instruction est très importante dans la prise des décisions. Ça veut dire je suis contre ce qui a été avancé par le coiffeur. Ça, c'est mon point de vue. Et les arguments que je vais avancer pour ça, par exemple, analyser les faits de manière logique et fondée, c'est le premier argument que je vais avancer et que je vais aussi expliquer et développer. Le deuxième, c'est l'expérience n'est pas suffisante et efficace pour tous les cas. Le monde change et les relations humaines sont en perpétuel changement. Donc, j'ai tranché par rapport à mon point de vue, c'est-à-dire je l'ai choisi, et j'ai aussi avancé mes arguments. Après, je passe à la rédaction. Par exemple, j'ai choisi l'expression personnellement. Pour commencer, personnellement, je pense que, voilà, c'est l'expression pour introduire mon point de vue, et voilà mon point de vue qui va se suivre. L'instruction est très importante pour prendre des décisions justes et judicieuses, à plusieurs raisons. Je peux dire aussi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le personnage du texte, parce que, et je vais par la suite avancer mes arguments. Donc, à plusieurs raisons. Dans un certain cas, ou bien dans certains cas, l'expérience ne suffit pas pour apporter des solutions efficaces, car il ne fait pas appel à la logique et à la raison. D'ailleurs, c'est le deuxième argument, l'expérience est fondée sur ce qui est passé, ça veut dire les événements passés, pour en tirer des leçons, et cela peut être inutile, vu que le monde évolue et les relations humaines sont en perpétuel changement, ce qui exige de nouvelles issues. Vous voyez, j'ai avancé 2 arguments et je les expliquais et je les reliais par des liens logiques. J'ai utilisé, par exemple, car, d'ailleurs, vu que, et, etc. Donc c'est une façon de répondre. Et pour les arguments et le point de vue, ça dépend de vous. La question 10, qui est comme la précédente, qui se base sur la justification d'un point de vue. Par exemple, selon vous, être bavard est un défaut ou une qualité? Être bavard, ça veut dire parler trop. Est-ce que c'est un avantage ou au contraire un inconvénient? Et pourquoi? Je vais répondre de la même manière que la précédente, ça veut dire la question 9. J'avance, ou bien je dévoile mon point de vue et j'avance des arguments et je les explique. Par exemple, selon moi, être bavard est un grand défaut car cela peut provoquer le désarroi des gens qui nous entourent. La personne bavarde, par trop ça veut dire, se mêle de ce qui ne la regarde pas, ce qui n'est pas souhaitable, et se détourne de s'occuper de ses affaires. Et comme dit bien le proverbe, les grands parleurs ne sont pas de grands faiseurs. Ça veut dire celui qui parle trop, c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de choses. Ça veut dire au niveau de la pratique, il ne peut rien faire. Donc voilà, mon exposé touche à sa fin. J'espère que vous avez bien retenu quelque chose. Et si vous avez des questions, vous n'avez qu'à les poser, les écrire sur les commentaires. Je vais vous répondre.
ou bien si vous voulez, je vous laisse dans la description en bas de la vidéo mon email pour recevoir vos remarques même si vous voulez, ou bien vos questions. Donc voilà, à bientôt et merci.